Bien, je crois que nous pouvons commencer. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas facile de faire des choses ordinaires, par exemple donner un cours ou écouter un cours en des temps qui, eux, n'ont rien d'ordinaire. Mais je crois que c'est notre tâche ou notre responsabilité commune que de nous efforcer à le faire. C'est pourquoi je vous inviterai en ce début de séance à faire retour à Valladolid en 1605, lorsque l'ambassade anglaise qui avait été envoyée pour signer la paix et recevoir le serment du roi d'Espagne, Philippe III, fait ses préparatifs pour partir et retourne en Angleterre. Ce qui nous avait amené à la question que je voudrais traiter aujourd'hui dans ce cours qui, vous le savez, est consacré aux rencontres imaginaires, imaginées, textuelles, entre Cervantes et Shakespeare, les deux grands morts de l'année 1616, donc avec l'année prochaine sans doute un très grand nombre de colloques, conférences, rencontres, publications autour de ce croisement. Et le but du cours est évidemment d'en mesurer les réalités historiques au-delà de cette coïncidence avec laquelle nous sommes partis, qui est aussi la coïncidence que l'UNESCO avait utilisée pour désigner le 23 avril de chaque année comme journée mondiale du livre et du droit d'auteur, avec cette ironie que Cervantes est mort le 22 et que Shakespeare, vivant dans un autre calendrier que celui de Cervantes, dans le calendrier de Cervantes, qui était le calendrier de la France ou de l'Espagne, est mort le 3 mai, mais peu importe. Cette rencontre est donc symbolique, à la fois historiquement, des relations qui peuvent être nouées entre des cultures ou des littératures, et d'autre part, elle peut nous conduire à une analyse textuelle des emprunts, des circulations réciproques ou déséquilibrées entre l'Angleterre élisabéthaine et l'Espagne du siècle d'or. J'avais terminé la fois dernière en suivant ce qu'avait été le contenu de la diplomatie de réciprocité et de divertissement en dehors du sérieux du traité diplomatique des Anglais à Valladolid en 1605, et en disant que c'était sans doute à cette occasion que les premiers exemplaires du Don Quichotte, publié avec la date de 1605, sans doute à la fin de 1604, début 1605. Donc, les premiers exemplaires du Don Quichotte sont sans doute arrivés en Angleterre, portés par certains des membres de cette ambassade ou en liaison avec l'ambassade de 1605, ce qui avait amené la question de quel horizon de réception, d'attente, d'imagination pouvait avoir été créé par la présence et la connaissance de ce livre écrit d'une manière qui ne correspondait à aucun des genres classiques dans la production de la fiction, que ce soit les romans chevaleresques, puisqu'il s'en était une parodie, le roman pastoral, comme le premier texte qu'avait écrit Cervantes, publié en 1585, la Galatea, ou comme les premiers romans picaresques, Lazarillo de Tormes ou Guzmán de Alfarache. J'avais essayé de dire qu'il y avait dans cet horizon d'attente anglais une contradiction d'abord dans le temps court entre ce qui avait été des années de conflits diplomatiques, militaires, religieux, et d'autre part cette paix signée en 1604 et 1605 qui se traduisait par des séries d'échanges, à commencer par l'échange des ambassadeurs. Plus profondément, on pourrait dire qu'il y avait une autre tension qui était la tension en Angleterre par rapport à un ennemi qui était considéré comme redoutable et une crainte permanente de l'invasion de l'île par la marine et les troupes espagnoles qui s'étaient cristallisées avec l'épisode de l'invincible mais vaincu Armada de 1588. Et de l'autre côté, dans les textes de fiction, et en particulier dans les textes de théâtre, une manière peut-être de dominer cette crainte, cette inquiétude, avec une sorte de portrait stéréotype de l'espagnol
comme à la fois maniéré et poltron, la figure du bravage qui se vante d'exploits guerriers alors qu'en fait il est lui-même extrêmement couard. Une de ces incarnations les plus puissantes qui nous amène à Shakespeare, c'est dans la pièce Peine d'amour perdu, Love's Labour Lost, qui est publiée en 1598. Vous vous souvenez peut-être, se situe en Navarre, le roi et les jeunes gentilshommes de Navarre décidant une retraite et en particulier un éloignement par rapport aux femmes durant plusieurs années à la cour. Et il y a une figure à la cour de Navarre qui est Don Adriano de Armado, qui est un noble espagnol, sans doute un jeu shakespearien sur Armada et Armado. Et ce personnage a différents traits qui, en quelque sorte, cristallisent le stéréotype de l'espagnol pour les Anglais du fin du XVIe et début du XVIIe siècle. Ce stéréotype est d'abord rendu par le style alambiqué, maniéré, original de la manière de s'exprimer de Don Adriano de Armado, qui n'est pas rendu par Shakespeare par des formes d'hispanisme qu'il aurait pu introduire dans le texte, mais qui est rendu par cette sorte de style alambiqué et baroque. Le roi Ferdinand de Navarre le présente ainsi parce que ce sera pendant les 3 années de cette retraite et de cette absence de relations amoureuses avec les femmes, la divertissement pour la cour, en particulier masculine, de Navarre. Notre cour, vous le savez, est hantée par un voyageur d'Espagne, un homme raffiné, entiché de toutes les nouvelles modes, dont le cerveau bat monnaie de tournure, que la musique de sa propre langue vaniteuse ravit comme une magique harmonie. Un homme accompli en tout, et que le bon et le mauvais usage ont choisi comme arbitre de leur querelle, car enfant de la fantaisie, the child of fancy, qui se nomme Armado, dans l'intervalle de nos études, nous comptera en mots altiers les prouesses de maint chevalier de la fauve Espagne, mort dans les guerres de ce monde. Vous plairait-il, messieurs, je ne sais guère, pour moi, j'avoue que j'aime l'entendre mentir et j'en veux faire mon ménestrel. Et un des courtisans, Béron, lui dit « Armado est un illustrissime personnage, l'homme des mots tout nouveaux, le chevalier de la mode ». Donc, un premier élément qui est cet élément de la vanité qui se traduit par ce style boursouflé. Et vous voyez une allusion ici aussi au fait que Armado, pour se vanter, vante les chevaliers d'Espagne, c'est-à-dire une référence au succès européen des romans de chevalerie, pas encore de Don Quichotte, mais des romans de chevalerie, à commencer par les Amadis. Et le lien avec cette figure plutôt plaisante, divertissante, ridicule, est un autre trait qui est le bravage. Et d'ailleurs, dans la désignation du personnage dans l'édition de 1588, on passe de son nom à le matamor, donc the braggart, celui qui fanfaronne sur des exploits guerriers qu'il est incapable d'assumer. Et la fin de la pièce, magnifique texte, est une mise en scène par tout un monde, le maître d'école, le jeune homme serviteur, Armado lui-même, d'une mise en scène de l'histoire chevaleresque des 7 preux. Et dans cette histoire, Armado a pris le costume, le déguisement de Hector, mais sous une forme évidemment de dérision, puisqu'il refuse tout combat avec celui qui joue Pompée. Et donc cette idée de cet espagnol bravage est sans doute une manière de dominer, de résister à l'inquiétude qui pèse en rapport avec la puissance militaire espagnole. Et c'est aussi un séducteur confondu et ridicule. Il y a donc un stéréotype du triple ridicule, on pourrait dire linguistique, militaire et amoureux, qui caractérise dans Shakespeare, dans Peine d'amour perdu, le personnage espagnol. Il y a un autre exemple
moins connu évidemment de ce stéréotype, c'est dans une pièce qui a été publiée en 1602, qui s'appelle Blurt, Master Constable, or the Spaniard's Night Walk, la chevauchée ou le cortège de nuit des Espagnols. C'est un personnage qui s'appelle Lazarillo de Tormes. Et l'intérêt de cette pièce qui a été attribuée à Decker est que ce Lazarillo de Tormes n'a pas grand-chose à voir avec l'authentique Lazarillo de Tormes, c'est-à-dire le héros du premier roman picaresque publié, dont on connaît les premières éditions des années 1550, puisque lui aussi, ce Lazarillo de Tormes, qui n'a rien d'un picaro comme le véritable Lazarillo, est essentiellement un matamor qui se vante d'exploits guerriers alors qu'il est couard, superstitieux et lui aussi dupé. Donc on peut comprendre comment cet horizon déjà présent au théâtre, cette relation d'attraction et de crainte, de stéréotypes moqueurs et d'inquiétude ou de rupture, de discordance religieuse peut créer un terreau pour la réception du Quichotte. Cette réception, alors je prends cet exemple précis, mais c'est un cas qui pourrait être étendu à d'autres situations, c'est le fait de la connaissance d'un livre avant même qu'il ait largement circulé ou encore plus qu'il ait été traduit. Puisque ce qui est frappant, la première traduction de Don Quichotte est de 1612, j'y reviendrai, par un catholique irlandais, Thomas Shelton, et l'intérêt est de comprendre pourquoi, avant 1612, il y a de très nombreuses présences de Don Quichotte dans le monde littéraire anglais, et en particulier dans le monde dramatique, dans les pièces de théâtre. J'avais évoqué évidemment une première raison qui était la connaissance de l'espagnol, du castillan, par un certain nombre de membres, soit de l'élite aristocratique, soit du monde des auteurs, et en particulier les auteurs de théâtre, et qui ont pu évidemment lire, à condition d'en rencontrer un exemplaire, qui ne devait pas être très nombreux dès 1605, le Quichotte dans sa langue originale. Une autre raison qu'on retrouvera, c'est sans doute par le fait que la traduction de Shelton, terminée en 1607-1608, a pu circuler, a pu être connue sous une forme manuscrite avant d'être imprimée. Alors, les traces de cette présence avant la traduction pourraient se comprendre de trois manières. La première, ce sont des allusions dans plusieurs pièces. Et là, je reprends des dossiers qui sont connus. J'avais même travaillé, lorsque je travaillais plus spécifiquement sur Cardenio, la pièce perdue de Shakespeare, inspirée par le Quichotte, que nous retrouverons. Ces traces, parfois, sont un peu plus ambiguës que ce que l'on en dit lorsque l'on veut attester cette présence du Don Quichotte dans les esprits avant qu'elle le soit dans la traduction. En 1607, deux pièces sont publiées et toutes deux ont une allusion qui peut être interprétée comme une allusion à Don Quichotte. La première de George Wilkins, The Miseries of Enforced Marriage, les misères ou les malheurs des mariages obligés, sans doute écrite entre 1606 et l'année de sa publication, 1607. Vous savez que dans le cas du théâtre élisabétain, il y a un double problème qui est toujours difficile de résoudre. D'une part, la datation des pièces, puisque d'un côté, le fait qu'elles soient imprimées n'est pas la date où elles ont été nécessairement représentées, et le laps de temps entre le temps de l'écriture, le temps de la représentation et le temps de la publication peut être assez long. Le deuxième élément, c'est que ces datations ne sont pas non plus aisément reliées à des attributions. La plupart des pièces ont été publiées de façon anonyme, sans nom d'auteur, sans nom de dramaturge, et de là, les spéculations fondées sur des comparaisons lexicales, métaphoriques, stylistiques, pour attribuer
à tel ou tel auteur les pièces. Donc il y a un degré d'incertitude qui règne toujours autour de cette question de la date et de l'auteur des pièces élisabéthaines. Ici, George Wilkins semble sûr, la date 1606-1607, et à la 4e scène du 3e acte, un des personnages dit « Maintenant, je suis armé pour combattre un moulin à vent et pour prendre le mur d'un empereur. » Donc, I am armed to fight with a windmill a pu être considéré comme une référence, évidemment, à l'épisode qui va devenir le plus célèbre ou le plus emblématique du Quichotte, c'est-à-dire le combat contre les moulins à vent pris pour des géants. Comme s'il y avait déjà une sorte d'association quasi proverbiale entre le combat contre les moulins à vent et une référence implicite, dans ce cas, à Don Quichotte. La même année, en 1607, dans une pièce de Thomas Middleton qui s'appelle Your Five Gallants, vos 5 galants, un des personnages dit « I could fight with windmill now ». Je pourrais combattre un moulin à vent maintenant. L'allusion paraît peut-être un peu plus cervantine que la première, dans la mesure où si la situation n'impliquait pas le moulin à vent, il est très en colère après avoir été dupé, et donc on n'attend pas forcément cette comparaison, l'indice serait un peu plus fort. Ce sont en général les 2 premiers indices, donc 1606-1607, d'une présence chez Wilkins ou chez Middleton du texte de Don Quichotte réduit ou transformé en une figure qui est celle du combat contre les moulins à vent et qui va devenir, dès le début du XVIIe siècle, comme la métonymie, la partie pour le tout. Parler de Don Quichotte, c'est parler du combat contre les moulins à vent, anticipant sur ce que je vais dire plus tard, la première illustration sur un frontispice qui montre les personnages de Don Quichotte et Sancho apparaît dans la traduction française de 1618 de la 2e partie, et elle représente l'âne et Sancho, Rocinante et Don Quichotte, et dans le fond, le moulin à vent. Donc une sorte de figure de résumé du texte avec ce combat. Plus sûrs sont en 1610 2 allusions dans des pièces de Ben Jonson. La première, The Alchemist, l'alchimiste, 1612, sans doute représentée en 1610. Il y a une querelle qui naît entre l'alchimiste et un autre personnage, qui est un garçon en colère. Et l'alchimiste lui déclare « It is my humor, c'est mon état d'esprit, mon humeur du moment. You are a pimp, vous êtes un souteneur, un maquereau. And a trig. Et trig était l'équivalent de le fat, le sot, le prétentieux. C'est aussi l'équivalent d'un terme qui sera utilisé pour une pièce du temps, coxcomb, celui qui donc est plein d'une arrogance ridicule, un faquin, on pourrait traduire dans la langue du XVIIe siècle. Et il ajoute « and an Amadis de Gaulle or a Don Quichotte ». Donc là, c'est la première allusion explicite à Don Quichotte dans une pièce de théâtre, et vous voyez rapporté avec l'Amadis, c'est-à-dire que la parodie des romans de chevalerie implique la présence du roman de chevalerie, un trait qui a pu caractériser d'ailleurs certaines des mises en fait des personnages de Don Quichotte et Sancho, qui apparaissaient non seulement comme donnant la figure satirique ou moqueuse des romans de chevalerie, mais qui pouvaient apparaître comme les derniers des chevaliers errants dans les cortèges, par exemple à Mexico, une fête de 1621 donnée par les artisans de ceux qui s'occupaient de la monnaie royale, mettaient en scène une galerie de chevaliers errants terminée avec Don Quichotte. Mais ici, sous la plume de Ben Jonson, cette référence à Amadis de Gaulle ou Don Quichotte, que l'on retrouve avec le même Ben Jonson dans une pièce qui ne sera publiée qu'en 1616 dans ses œuvres, mais qui a été représentée en 1609, et qui s'appelle Epikoéné et
Epicene, je ne sais pas très bien comment on prononce ça en anglais, Epicene, un personnage, Truitt, dans la première scène du 4e acte, conseille à un autre dauphine qui veut savoir comment lui, Truitt, est arrivé à une telle connaissance des femmes, une connaissance si exacte des femmes. Et dans cette réplique, Truitt lui explique: pendant tout un mois, je prends la traduction, vous devez cesser de vivre dans votre chambre avec Amadis de Gaulle ou Don Quichotte, comme vous en avez l'habitude, et vous rendre là où le thème, c'est-à-dire les femmes, les humeurs, les sentiments, les pratiques des femmes est fréquent, à la cour, dans les tournois, aux cérémonies, aux fêtes, dans les théâtres et parfois dans les églises, là où elles vont aussi pour montrer leurs nouveaux atours, pour voir et être vues. Donc un enseignement pratique de ce que sont les femmes par la rencontre avec elles et la nécessité pour cela d'abandonner ces lectures qui semblent captiver Dauphine comme elles ont captivé Don Quichotte. La lecture d'Amadis de Gaulle est associée de nouveau avec Don Quichotte. Donc on voit qu'il y a là une présence qui va donner aussi comme horizon d'attente, on l'avait déjà trouvé dans la citation que j'avais faite du Don Quichotte est lié à Amadis de Gaulle, l'allusion implicite du roi de Navarre dans Los de Borlost sur les romans de chevalerie que aime à raconter, à narrer Don Armado, qui va durablement perdurer. Alors ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire des allusions en passant, certaines explicites, comme le cas des pièces de Ben Jonson, d'autres peut-être plus discutables sur cette présence des windmill, des moulins à vent dans les deux pièces publiées en 1607. Il y a un deuxième dossier qui peut être ouvert sur cette question de la présence de Don Quichotte avant le Don Quichotte anglais, avant la traduction de 1612, c'est le dossier de la pièce qui a pour titre The Night of the Burning Pestle, qui traduit maintenant, par exemple, dans l'édition des pièces élisabéthaines non shakespeariennes de la Pléiade, par le chevalier à l'ardent pilon. Ça avait souvent été traduit par le chevalier au pilon flamboyant. C'est une pièce qui a pu être publiée sous les noms de Beaumont and Fletcher, autre exemple de collaboration très important, en fait, qui est attribué maintenant au seul Beaumont. Et vous trouvez dans le deuxième volume du Théâtre élisabétain, où malheureusement il n'y a pas les textes anglais, à l'inverse de l'édition de Shakespeare, mais où se rencontre la traduction de ce chevalier de l'ardent pilon. Alors pourquoi cette pièce est importante pour la discussion que nous avons là? C'est parce qu'il y a une référence explicite dans la dédicace du libraire-éditeur, qui est Walter Burr, à Robert Caysa, qui était le maître des enfants des fêtes de la reine, référence explicite à Don Quichotte. L'édition date de 1613. Il faut savoir qu'à Londres, en dehors des théâtres comme celui du Globe ou les grands public amphitheaters, sur ce modèle, où 2 à 3 000 personnes peuvent assister au spectacle, la plupart étant debout autour de la scène qui avance dans cet espace, que l'on appelle les groundlings, les gens qui sont debout sur le sol, qui sont sur leurs pieds. Il y a aussi des salles fermées, comme une salle qui réutilisait un ancien couvent, après la suppression des ordres monastiques, qui dans le centre de Londres est le couvent des Blackfriars. Et ce couvent des Blackfriars, durant la première décennie du XVIIe siècle, a été utilisé par des troupes qui n'étaient pas des troupes comme celles de Shakespeare et de ses comme collègues acteurs, et en même temps pour certains d'entre eux propriétaires de la troupe, mais qui étaient des troupes de jeunes enfants
né des manécanteries médiévales, des écoles liées aux cathédrales. L'une d'elles était justement ces enfants des fêtes de la reine, et qui donnaient des spectacles différents où le chant pouvait tenir une place importante, et en tous les cas dans cet espace fermé des salles qui étaient toutes différentes des grands amphithéâtres comme le Globe. Les enfants des fêtes de la reine, The Queen's Revels, ont occupé la salle des Blackfriars entre 1599, 1600 et 1608, lorsqu'elle a été prise par la troupe de Shakespeare, qui, à partir de 1608, les Kingsmen, la troupe du roi, pouvaient jouer la même pièce alternativement dans le Globe pour cette public immense de groundlings et aussi d'autres qui étaient dans les tribunes ou les loges, et aussi dans cet espace plus proche du théâtre à l'italienne, comme nous le connaissons, et qui était, où tous les spectateurs étaient assis, où les prix des places étaient plus élevés, où évidemment les mises en scène pouvaient utiliser des artifices qui étaient difficiles à manier dans l'espace ouvert et diurne, puisque les représentations du théâtre shakespearien se donnaient pendant l'après-midi, du Globe et des autres amphithéâtres comparables. Et donc, à partir de 1608, les Blackfriars sont utilisés par les Kingsmen. La pièce Le Chevalier de l'Ardent Pilon a été représentée en 1607, et c'est de là que naît la question de sa relation avec Don Quichotte, préalable à la traduction de 1612. La dédicace de la pièce, donc, qui est écrite par un libraire, éditeur, Bleur, pour celui qui avait été à la tête de cette troupe d'enfants, est intéressante parce que, comme beaucoup de dédicaces et beaucoup de textes qu'on a commencé à étudier plus précisément, elle est comme un récit de publication en quelque sorte. Le texte commence en expliquant que la pièce n'a eu aucun succès, qu'elle a été rejetée par le public et que donc elle a été oubliée. Elle a été oubliée, un manuscrit en avait été conservé par Kaiser, Robert Kaiser, ce maître des enfants des fêtes de la reine. Et après quelques années, en 1611, il l'a remis au libraire éditeur Burr, BU2RE, et celui-ci dit « Je l'ai élevé secrètement en mon sein pendant ces 2 dernières années », ce qui nous mène à la date de l'édition de 1613. Et ce texte a pu être commenté parce qu'il met en question le rapport entre la représentation de théâtre et l'édition imprimée. On voit qu'une pièce qui n'a eu aucun succès en 1607 est reprise en 1613 dans une édition imprimée, avec l'idée qu'on va peut-être lui trouver un nouveau public. Et la dédicace de Burr insiste sur la tension entre les cerveaux vulgaires des spectateurs qui n'ont pas su reconnaître le mérite de cette pièce et le public choisi qui sera celui des wits, ceux qui ont de l'esprit, ceux qui ont du discernement, ceux qui ont du jugement, qui va peut-être redonner sa légitimité à une pièce qui est tombée lors de ces représentations. Et cette opposition-là, entre lire ou écouter le théâtre, entre le public qui vient pour le spectacle et les lecteurs qui peuvent s'attacher au texte, est une opposition fondamentale dans le monde élisabétain. Elle se retrouverait dans diverses formes, dans les pièces elles-mêmes, par exemple dans Hamlet. Et elle gouverne cette idée de pièces qui sont écrites seulement pour être représentées et qui donc ont comme public les spectateurs, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi une immense majorité de pièces n'ont jamais été publiées. Selon les spécialistes, on peut penser que c'est entre 20% ou 30% des pièces dont on connaît un titre
qui ont été imprimés. Les autres étaient pour le spectacle. Donc, une figure de dramaturge qui est une figure qui écrit pour le spectacle. Alors que d'autres veulent considérer que le théâtre participe du genre poétique et que donc, c'est une expression de Webster dans un de ses préfaces, le réel auditory, le véritable auditoire, celui qui sait juger, est un auditoire qui est composé par les lecteurs et non pas par ceux qui écoutent sur le théâtre. Et de là, pour certains des dramaturges, l'importance de la publication, figure fondamentale étant Ben Jonson, qui en 1616 décide lui-même de rassembler dans un livre qu'il appelle, non sans une certaine arrogance, Works, et il fut critiqué pour cela, un certain nombre de ses pièces de théâtre, un certain nombre de ses masques donnés à la cour et un certain nombre de ses poèmes. Donc, c'est une tension fondamentale et qui peut parfois mettre en jeu l'interprétation d'auteurs canoniques. Est-ce que Shakespeare est un auteur qui écrit pour la représentation et se désintéresse de la publication imprimée? Il y aurait des indices pour cela. Lorsque, en 1623, Hemmings et Condell, ses anciens camarades de troupe, décident de publier 36 pièces shakespeariennes, la moitié n'avait jamais été imprimée auparavant. Et d'autre part, on n'a aucune trace d'une intervention de Shakespeare dans le processus de publication des textes. Donc, un company man, un homme qui écrit pour la troupe. Et en même temps, plus récemment, en particulier un collègue suisse, Lucas Herne, a voulu montrer qu'il y avait peut-être une dimension autre dans l'écriture de Shakespeare, une dimension qui serait plus littéraire, entre guillemets, c'est-à-dire l'idée que le texte de théâtre peut avoir une valeur et une persistance au-delà de sa représentation, et l'argumentation se posant là sur le fait que certains états finalement imprimés des pièces de Shakespeare, comme par exemple le deuxième quarto d'Hamlet, sont infiniment trop longs pour être représentés au théâtre. Et donc, pourquoi écrire si longuement si ce n'est pas l'idée qu'il y a une sorte de dimension poétique du texte qui se met à distance d'une représentation qui nécessairement ne dépassait pas 2 heures. Le début de Roméo et Juliette, le prologue déclare, il s'adresse aux spectateurs en parlant des 2 hours traffic qui vont leur être présentés. Et le deuxième quarto d'Hamlet dépasse de beaucoup cette durée des 2 heures. C'est ce texte qu'avait utilisé Kenneth Branagh pour le film Hamlet. Ça paraît absolument interminable, il faut bien le dire. Donc la tension peut exister. C'est une tension très importante entre écrire pour la scène et écrire pour le livre. Alors dans ce cas-là, Burr essaye de redonner, de trouver un nouveau public pour une pièce qui n'a pas eu de succès lors de sa représentation au Blackfriars. Apparaît donc dans le texte la référence à Don Quichotte, qui est ainsi donnée. Peut-être passera-t-il, ce chevalier de l'ardent pilon, peut-être passera-t-il pour être de la race de Don Quichotte. Nous pouvons, nous deux, Quasar et lui-même, affirmer qu'il est depuis d'1 an son aîné et qu'il peut donc, en vertu de son droit d'aînesse, revendiquer sur lui le haut du pavé. Je ne doute pas qu'ils ne se rencontrent dans leurs aventures et j'espère qu'en brisant un gourdin, ils se lieront d'amitié et peut-être s'uniront-ils pour parcourir le monde en quête de leurs aventures. Donc ce texte qui veut affirmer la priorité du chevalier de l'ardent pilon sur l'Hidalgo de la Mancha, évidemment, renvoie à la traduction anglaise de Shelton pour affirmer que leur pièce et leur héros est antérieure d'1 année à Don Quichotte. Il faut comparer 1611, qui était la date à laquelle Burr a reçu le manuscrit qu'avait gardé Quasar, et 1612, qui est la date de la publication de Shelton. Mais évidemment, la pièce n'est pas antérieure
au Don Quichotte espagnol de 1605. Et elle lui serait même postérieure de 2 années, puisque les représentations auraient commencé en 1607. Il y a donc cette interprétation de ce texte qui renvoie ensuite à une parenté textuelle entre les deux textes, c'est-à-dire la rencontre entre le chevalier errant, Don Quichotte, et dans la pièce très intéressante, très divertissante d'ailleurs, de Chevalier de l'Ardent-Pilon, l'épicier errant. Parce que la pièce commence d'une forme du théâtre dans le théâtre. La troupe des enfants de la reine veut donner une représentation qui commence, c'est le prologue dit, loin de tout ce qui est proche de la cour, de tout ce qui est grand, dans l'enceinte des murs de la cité, nous avons maintenant transporté notre scène. Et commencerait normalement une représentation de théâtre, sauf qu'elle est interrompue par celui qui est appelé le bourgeois et sa femme, qui interpellent le prologue et qui montent même sur la scène. Le bourgeois: « Silence, mon petit, que voulez-vous dire, monsieur? Que vous n'avez rien de bon à dire. Depuis 7 ans qu'on joue des pièces dans ce théâtre, je l'ai remarqué, vous raillez toujours les bourgeois, et voilà que vous appelez votre pièce Le Marchand de Londres. À bas votre titre, gamin, à bas votre titre. » Alors le prologue lui répond: « Mais êtes-vous membre de cette noble cité? » « Oui, et avec des droits de franchise, certes, et épicier. Alors épicier, nous vous déplaise, nous ne voulons faire aucun affront à la cité. » Donc une interruption de la pièce qui a à peine commencé avec les 3 premières lignes du prologue, et quelque chose qui renvoie à un genre qui était dominant peut-être dans le théâtre des Blackfriars, qui était des pièces satiriques contre les marchands et les bourgeois de Londres, et celle-ci avait pour titre The London Merchant. Et le Citizen, traduit par bourgeois, mais The Citizen, et sa femme sont excédés de ces satires répétées, et ils veulent autre chose. Ils veulent imposer une autre pièce que la pièce qu'on va leur proposer, qui leur paraît répétitive par rapport, et désagréable par rapport à tout ce qu'ils ont déjà vu. Il ne faut pas oublier que épicier renvoie ici à une corporation qui est très puissante, aussi bien à Paris qu'à Londres. Il s'agit de ceux qui contrôlent le commerce des épices, mais aussi d'autres denrées, et sont parmi les plus riches et les plus puissants des marchands. Ce n'est pas du tout un petit commerce. Donc, ils vont imposer, et à un moment donné, la proposition est donc qu'ils voudraient voir une autre pièce, et le Citizen dit: « Il me faut un épicier et qui fasse des choses admirables. » Et sa femme surenchérit en disant: « Oui, qu'il tue un lion avec un pilon, qu'il tue un lion avec un pilon. » Le pilon étant, avec le mortier, un des instruments du travail de la préparation des épices ou des compositions de différentes origines qui deviennent un produit marchand, et avec cette référence exotique et le prix particulier qui était donné à ces denrées rares. Et de là l'idée du chevalier de l'Ardent-Pilon, parce que le prologue et les acteurs de la compagnie vont accepter cette proposition, mais ils ont déjà préparé leur pièce. Tous les rôles sont déjà distribués, et donc pour y ajouter quelque chose qui ferait plaisir aux Citizens et à sa femme, il faut trouver un nouvel acteur, et c'est là qu'intervient la femme du Citizen. Elle a un acteur, puisque un de leurs commis, qui s'appelle Ralph, a déjà une expérience du théâtre. Alors on va l'habiller. « Je vous prie, jeune homme, qu'on lui donne un accoutrement. Je jurerai, messieurs, mon mari vous dit vrai, Ralph fait parfois chez nous l'acteur, si bien que tous les voisins s'en prennent à lui à grands cris. Il vous débite si bien un rôle héroïque dans une mansarde que, je vous jure, il nous effraie au point de nous en faire trembler. Il sert d'épouvantail pour nos enfants, si désobéissants qu'ils soient, il n'y a qu'à crier « Voilà Ralph !» et ils sont aussi sages que des agneaux. Et plus loin, il est dit que ce Ralph, non seulement fait ses représentations dans son propre
ça proprement ça, mais aussi qu'il a déjà joué. En plus, messieurs, il a déjà joué, comme dit mon mari, Musidorus, qui était une des pièces à succès du temps, devant les gardes de notre corporation. Oui, et il a failli jouer Hieronimo avec un cordonnier à la suite d'un pari. Hieronimo, c'est une pièce qui serait comme l'arrière-fond de tout ce que j'ai dit en ce moment, et qui était The Spanish Tragedy de Thomas Kyd des années 1580, et qui était une des premières formes de présence d'une Espagne là, cruelle, barbare, violente dans le théâtre anglais. Et donc, du coup, le chevalier de l'Ardent-Pilon, puisque c'est le titre qui va être donné à la partie jouée par Ralph, le prologue dit « Mais comment voulez-vous qu'on appelle la pièce ?» Alors le bourgeois lui répond « L'honneur des épiciers. » Ah, je pense que le chevalier de l'Ardent-Pilon serait mieux avec, évidemment, d'une part, cette note ironique et moqueuse du prologue, et d'autre part, le fait que c'était joué sur le parallèle avec l'un des surnoms d'Amadis de Gaulle, le chevalier à l'ardente épée. Et donc, du coup, la pièce, c'est l'intrication entre ce que jouent les enfants de la troupe, c'est-à-dire le marchand de Londres, et des épisodes où apparaît sous la forme d'un chevalier épicier errant, Ralph. Il y a donc un entrelacement des deux intrigues et une référence implicite au roman de chevalerie, l'ardent pilon remplaçant l'ardente épée. Et du coup, la question qui se trouve posée, c'est de savoir si Beaumont avait une connaissance du Quichotte et voulait faire de cette pièce, dans sa partie imposée par le Citizens, un écho, une référence, un déplacement du texte de Cervantes. Il est difficile de trancher. D'un côté, ce qui frappe, c'est que Ralph a évidemment les mêmes lectures que Don Quichotte. À un moment donné, il arrive lisant un livre, et les livres qu'il lit, c'est Palmérine d'Oliva, c'est Palmérine d'Angleterre, dans des traductions de l'espagnol à l'anglais qui avaient été publiées pour Palmérine d'Oliva en 1588, pour le Palmérine d'Angleterre en 1596, par Munday. Et ce sont deux titres qu'on retrouve dans la bibliothèque de Don Quichotte, lorsqu'elle est expurgée par le barbier et le curé de tous les romans de chevalerie qui ont déréglé l'esprit de l'Hidalgo. Donc, si Ralph a les lectures de Don Quichotte, on peut supposer que Beaumont a eu les mêmes lectures que Cervantes, et que, dans cette perspective-là, c'est par une référence directe au roman de chevalerie, comme dans le texte que nous avons vu pour commencer, que se trouverait la matrice de l'invention de l'épicier errant. Et donc là, on serait dans un parallèle, une sorte d'homologie d'inspiration pour un épicier ou pour un hidalgo. De l'autre côté, il y a, la critique s'est efforcée de marquer les ressemblances qui pouvaient exister entre la pièce et le roman, connu donc en espagnol, et qui sont des détails textuels qui débordent cette idée d'une commune inspiration pour se faire une parodie des romans de chevaliers. Les deux personnages, Ralph et Don Quichotte, se rencontrent dans une auberge qu'ils prennent pour un château. Un des assistants dans la pièce de Ralph, qui est un barbier qui s'appelle Nick, et dans le cas de Cervantes, Nicolas. Ils ont les mêmes lectures. Il y a donc toute une série de parallèles. D'autres critiques insistent évidemment plutôt sur les divergences entre les deux textes, et c'est le cas de l'éditrice de la pièce dans la Pléiade, qui fait remarquer que Ralph l'apprenti reste conscient de son rôle, tandis que l'Hidalgo se prend toujours au sérieux.
En choisissant un écuyer et un nain, il n'imite pas le chevalier de la triste figure qui n'est accompagné que d'un valet, Sancho, mais il suit les exemples d'Amadis de Gaulle ou de Palmerin d'Olive. Et plus loin, il n'y a évidemment aucune présence ni d'une Rocinante ni d'un âne dans le texte Ralph, et il a un cheval sans nom. Donc la discussion reste tout à fait ouverte, au-delà du détail textuel ou historique, ce qui est évidemment posé et qui est qu'on trouve très souvent dans la critique littéraire, c'est-à-dire la tension entre l'homologie et la transmission. Est-ce qu'il y a des similitudes dans des motifs ou des intrigues ou même des constructions de caractères peuvent être référées à des homologies sans relation historique, ou bien est-ce que l'on a affaire à des phénomènes d'appropriation par connaissance et donc par transmission et circulation des textes. C'est une question qui déborde évidemment la question des ce qu'on appelle nous littérature, puisque c'est une question fondamentale sur les perspectives historiques reconnaissant des similitudes, des homologies entre de formes qui peuvent être esthétiques, politiques, sociales, entre des cultures dont on ne peut attester aucune relation historique, la voie donc d'une approche morphologique, et de l'autre côté, l'étude de toutes les formes de transmission, circulation, appropriation, hybridation qui se posent une relation historique. C'est la question qu'a mis au centre de ses études sur l'art Aby Warburg, reconnaissant des identités morphologiques dans des pratiques esthétiques sans relation historique, et d'autre part s'intéressant lui-même au réemploi par la Renaissance des formules de l'Antiquité. Il y a donc chez Warburg la tension entre morphologie et histoire. Et vous savez que l'historien qui a le plus réfléchi ou utilisé ce modèle, c'est évidemment Carlo Ginzburg, avec cette permanente interrogation sur comment comprendre des phénomènes qui manifestent des traits de parenté. Faut-il les comprendre morphologiquement, ce qui renvoie à des invariants universels, ou bien faut-il les comprendre comme les produits de transmission historique qui renvoient à des pratiques d'imitation, d'appropriation, de déplacement. Donc, avec ce petit détail du chevalier de l'Ardent-Pilon, on peut poser des questions historiques plus importantes. La troisième présence, en dehors des allusions repérées dans 4 pièces, en dehors de cette question ouverte sur le droit d'aînesse de l'Ardent-Pilon par rapport à l'Ardent-Épée ou par rapport à Don Quichotte, c'est une attestation, elle, sûre, d'une lecture du Don Quichotte en espagnol pour une pièce de théâtre. Et cette pièce, c'est la pièce de Thomas Middleton qui a pour titre The Second Maiden Tragedy. C'est une pièce qui n'a pas été publiée au XVIIe siècle, mais qui est connue par un manuscrit tout à fait datable de 1610-1611. L'intérêt de cette pièce est que, comme intrigue secondaire, elle utilise 3 chapitres de Don Quichotte, qui sont les chapitres 23 à 25, et qui sont les chapitres de la novella del curioso impertinente, la nouvelle du curieux impertinent, et qui est une histoire dans le Quichotte, mais qui n'a pas un rapport avec l'histoire de Don Quichotte ou de Sancho. Les personnages du roman qui se sont rencontrés à ce moment-là se trouvent dans une auberge, et dans cette auberge, des voyageurs qui ont passé ont laissé des textes. Les uns sont des livres imprimés et 2 romans de chevalerie et une chronique historique, et une autre texte est un cahier manuscrit qui est une nouvelle, et cette nouvelle est la nouvelle du Curioso Impertinente. Donc, pour passer le temps, le curé qui se trouve là, puisque dans
les personnages là présents, il y a à la fois Don Quichotte, mais qui est allé dormir, Sancho, Cardenio, Lucinda, Dorothea, Fernando, et le curé et le barbier, pour passer le temps, va lire à haute voix cette nouvelle du Curioso Impertinente. Et donc, du coup, le lecteur du Don Quichotte se trouve mis dans une position fictive d'écoute d'une voix qui lit cette nouvelle qui n'a rien à voir dans son contenu avec l'histoire qui leur advient, puisque c'est une nouvelle qui se passe en Italie et dans laquelle un personnage, Anselmo, qui est si sûr de la vertu de sa femme, défie son ami, Lotario, de séduire celle-ci. Et pour le malheur de tous, c'est ce qui advient. Et la fin de la nouvelle se termine tragiquement par la mort à la fois d'Anselmo et de Lotario et de la femme elle-même. Donc c'est une nouvelle à l'intérieur, incrustée à l'intérieur de l'histoire de Don Quichotte et de Sancho. Et évidemment, d'une part, ceci renvoie à une première lecture possible de Don Quichotte qui pour nous paraît un peu étrange, c'est-à-dire de lire Don Quichotte sans Don Quichotte, mais de lire les nouvelles qui sont à l'intérieur de l'histoire. Celle-ci se donne comme telle, la novella del Curioso Impertinente, mais il y a aussi deux autres nouvelles qui peuvent être détachées des aventures de l'Hidalgo, qui sont les 3 chapitres du captif évadé des bagnes d'Alger et qui a fui, qui s'est échappé, qui rencontre tous les personnages du Quichotte dans l'auberge et qui narre ses aventures, sa capture, sa captivité, les amours avec la fille d'un riche marchand d'Alger, Zoraïda, qui est déjà convertie au catholicisme, et la fuite, et finalement le retour en Espagne. Donc ces 3 chapitres, là aussi, ont une unité qui ne les relie pas directement avec les aventures des personnages du Quichotte, sauf qu'ils écoutent, là encore, non pas une voix lectrice, mais un récit par son principal protagoniste. Et puis la troisième nouvelle que nous allons évidemment retrouver plus tard, et dans un lien shakespearien, c'est une nouvelle qui n'est pas comme telle, qui se distribue tout au long du Quichotte à partir du chapitre 23 jusqu'au chapitre 47, et qui est les amours et désamours de Cardenio et Lucinda, de Fernando et Dorothea, et qui fait la matière d'une nouvelle, entre guillemets, qui pourrait être appelée les amours de Cardenio, l'histoire de Cardenio. Et donc, à l'intérieur de Don Quichotte se trouvent placées ces 3 nouvelles. Et effectivement, ce qui est tout à fait frappant, c'est le fait qu'il est plus aisé de faire du théâtre avec ces nouvelles, au moins les 2 premières, qu'avec l'histoire de Don Quichotte et de Sancho. Immense histoire. Et en plus, avec des événements spectaculaires qui ne sont pas si faciles à mettre sur la scène. Alors que ces nouvelles-là sont des nouvelles presque appartenant au genre sentimental. Et donc, ce n'est pas un hasard que la première adaptation explicitement fondée sur le Quichotte pour le théâtre ait été cette intrigue secondaire de Middleton dans The Second Maiden Tragedy, qui est reliée par un lien seulement un peu artificiel avec l'histoire de The Second Maiden Tragedy, qui est une horrible histoire d'un tyran cruel, et où les personnages ont gardé leur nom, sauf Lotario, qui est devenu Votarius, mais Anselmo est toujours Anselmo, et la femme n'a plus de nom, c'est The Lady. Mais c'est la même histoire du défi, de la conquête et du désespoir. Votarius est tué, Anselmo se laisse mourir, et The Lady commet le suicide. Cette nouvelle a fasciné, la nouvelle du Curioso Impertinente. Elle a fasciné en particulier les hommes de théâtre qui pouvaient trouver là une matière à la fois circonscrite, un déroulement chronologique
et une intensité dramatique, en plus avec cette référence au curioso, le curieux. J'avais parlé de ça dans des cours l'année dernière, l'ambivalence de la curiosité au XVIe et XVIIe siècle, qui est à la fois un désir légitime de savoir, mais qui est aussi condamné comme une prétention arrogante et illégitime de connaître les choses qui doivent rester cachées ou qui sont inutiles ou sacrées. Et là, cet homme, Anselmo, est curioso dans la mesure où il veut connaître ce qu'il n'aurait pas à connaître, où il veut connaître avec certitude la fidélité de sa femme, et donc entre d'une certaine manière dans une volonté démesurée et dangereuse d'une connaissance d'une chose qui est ou de soi ou secrète. Et de là, ce thème aussi, qui peut être en arrière-fond de l'intérêt pour cette nouvelle, qui était lié avec les interrogations sur une notion particulièrement ambivalente, qui est la notion de curiosité. Ces condamnations bibliques ou patristiques, d'un côté, connaître les secrets cachés aux hommes par Dieu, sa dévalorisation comme une volonté insistante, pesante, lourde, inutile, dangereuse de connaissance, ce qui n'a pas à l'être, et évidemment, de l'autre côté, il y a un sens une volonté de savoir qui est tout à fait légitime. Et autour de la curiosité se joue cette tension. Et du coup, cette nouvelle du curieux impertinent, très tôt, après Middleton et son intrigue secondaire dans The Second Maiden Tragedy, a été aussi adaptée au théâtre. Il y a une pièce de Beaumont et Fletcher qui s'appelle The Coxcomb, c'est pour ça que je citais tout à l'heure l'équivalent du faca, de celui qui se donne sous des apparences qu'il ne devrait pas avoir et qui, dans ce cas-là, a une curiosité tout à fait déplacée et qui sera mortelle. Ou en 1611, une autre pièce qui s'appelle A Man for Ladies de Nathan Field, qui, elle aussi, s'approprie la matière du curioso impertinente. Et ceci ne cessera pas. À la fin du XVIIe siècle, il y a au moins 3 pièces en Angleterre qui reprennent d'une manière ou d'une autre l'intrigue du curieux impertinent. Et même au XXe siècle, on retrouvera peut-être cette histoire, la nouvelle du curieux impertinent va servir de matrice pour ceux qui veulent écrire la pièce de Shakespeare perdue, le Cardenio disparu, comme Stephen Greenblatt, auteur de Will in the World, et Charles Meek, qui imagine que cette pièce perdue ne l'a pas été, que donc elle est un présent qu'apporte un mariage les parents du marié, et ce mariage, c'est l'intrigue du curioso impertinente, c'est le défi lancé au meilleur ami du marié de séduire la femme qu'il va épouser. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, dans la pièce de Greenblatt et Meek, qui date d'une dizaine d'années ou un peu moins, l'ami s'appelle Shakespeare. Donc là, on peut peut-être terminer cette présentation que je voulais faire dans un premier temps de Cervantes avant Shelton, avant la traduction en Angleterre, en revenant effectivement sur les 2 conditions de sa possibilité. J'en laisse une je vais enchaîner avec celle-ci, qui est comment a été conçue, rédigée, circulée la traduction de Thomas Shelton, et d'autre part cette idée de la connaissance de l'espagnol dans l'Angleterre du début du XVIIe, mais comme dans la France du début du XVIIe siècle, et avec un personnage clé qu'on pourra retrouver, sans doute un des dramaturges qui connaissait le mieux et l'espagnol et la littérature espagnole, et qui était Fletcher. Fletcher a, dans 13 de ses pièces, utilisé, mobilisé, approprié des textes cervantins.
essentiellement les novelas ejemplares, les nouvelles exemplaires, qui là aussi, par définition, permettaient d'avoir une intrigue circonscrite, un texte relativement bref, généralement écrit dans une continuité temporelle et qui pouvait être placé sur le théâtre de manière plus aisée que, bon, d'une part, l'histoire immense de Don Quichotte, ou même que ce que j'ai appelé la nouvelle de Cardenio, parce que la nouvelle de Cardenio, elle n'est pas donnée ni dans une autonomie, ni dans une séquentialité dans le Quichotte. C'est chaque personnage qui en a été le protagonisme, qui, rencontrant Don Quichotte et Sancho, fait retour sur l'histoire et elle est racontée donc par une série de récits rétrospectifs où chaque nouveau personnage ajoute des éléments qui n'étaient pas connus du précédent. Mais c'est une construction romanesque tout à fait subtile, intéressante. Pour en faire du théâtre, la difficulté était sûrement plus grande. De là l'intérêt pour des nouvelles qui sont vraiment des données comme telles, et en particulier, c'est publié en 1613, les novelas ejemplares de Cervantes. Et à partir de cette date, Fletcher va s'approprier de très nombreuses de ces nouvelles. Il fait même une allusion, dans une des pièces, il approprie des personnages du dernier texte de Cervantes, du dernier livre par lequel on a commencé ce cours, c'est-à-dire le Persiles et Sigismunda, terminé pratiquement sur le lit de mort par Cervantes avec l'écriture de la dédicace au comte de Lemos et de l'adresse au lecteur, texte qui a eu un succès mais qui est rarement approprié pour des adaptations théâtrales. Et là, il ne s'agissait pas d'une adaptation théâtrale, mais de mettre pour Fletcher des personnages du Persiles dans une de ses pièces. On a donc là un exemple d'une connaissance profonde de Cervantes par un dramaturge anglais. Alors pour terminer et commencer à la fois ce qui va suivre, on en arrive maintenant à 1612, c'est-à-dire cette année décisive pour la rencontre entre Shakespeare et Cervantes. On a vu qu'on pouvait imaginer, si on avait le génie ou le talent d'Anthony Burgess, d'imaginer une rencontre préalable à Valladolid, Shakespeare dans l'ambassade anglaise discutant avec Cervantes. C'est une magnifique fiction, mais c'est évidemment une fiction. La rencontre de 1612 pourrait être non pas une rencontre entre les deux hommes, mais une rencontre entre deux œuvres, c'est-à-dire une possibilité d'une appropriation de Cervantes par Shakespeare comme dramaturge. Pour terminer la première heure, le document qui a ouvert cette possibilité et un travail considérable sur cette question. Ce document, comme souvent pour les documents historiques, est un document assez sec et administratif. Il s'agit d'un ordre de paiement qu'on trouve dans le registre des paiements du Trésor du roi, The King's Treasurer, pour la troupe des hommes du roi, la troupe de Shakespeare. Chaque fois qu'il représentait à la cour, dans un des palais de la cour, Whitehall, Greenwich, d'autres, une pièce ou une série de pièces, ils étaient rémunérés, la troupe était rémunérée. Et dans les États déjà administratifs, bureaucratiques de la première modernité, tous ces paiements sont soigneusement enregistrés. Et à la date du 20 mai 1613, on rencontre dans ces registres du trésor du roi d'Angleterre un paiement d'abord de 20 livres, puis ensuite by way of His Majesty Reward, par une grâce de Sa Majesté, une gratification de Sa Majesté, 20 livres de plus, et le total, le premier paiement était de 40 livres, et par une
cet ajout de 20 livres, la totalité de 60 livres est payée à Hemmings, qui représente la compagnie tout entière. Et pourquoi ces 60 livres? Pour la représentation de 6 pièces. Et les noms de ces 6 pièces sont donnés par les dates, donc elles sont antérieures. Là, nous sommes le 20 mai, des pièces qui ont pu être représentées au début de 1613 ou peut-être même à la fin de 1612, on y reviendra. La série commence par une pièce qui est intitulée A Bad Beginning Made a Good Ending. Un mauvais commencement peut faire une bonne fin. Pièce qui n'a jamais été clairement identifiée. Il y a peut-être de John Ford, mais l'hypothèse est peu retenue, et peut-être... peut-être de John Ford, mais on n'en sait rien de plus. La seconde, The Captain. The Captain est une pièce tout à fait identifiable par Beaumont et Fletcher. Aucune de ces pièces n'ont été publiées avant dans le temps contemporain. The Captain by Beaumont et Fletcher est publié seulement dans le folio qui réunit les œuvres de Beaumont et Fletcher en 1647. Et le Bad Beginning qui fait Good Ending a été enregistré par un libraire au milieu du XVIIe, Mosley, pour avoir le writing copy sur la pièce, mais il ne l'a jamais imprimé. La troisième pièce qui a été représentée devant le roi à la cour, c'est The Alchemist, déjà vu, de Ben Jonson, avec son allusion à Don Quichotte et Amadis de Gaulle. La quatrième, Cardeno, C-A-R-D-E-2-N-O. La cinquième, The Hotspur, qui est sans doute la première partie de Henri IV, puisque sur la page de titre de l'édition quarto d'Henri IV de 1598, il est mentionné Henry Percy sur Guy Hotspur. Et la dernière est Benedict and Beatrice, que les critiques s'accordent à identifier comme une déformation de Benedict and Beatrice, qui seraient évidemment les deux héros de la pièce Much Ado About Nothing, beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Alors, évidemment, pour notre propos, ce n'est ni les 3 premières ni les 2 dernières qui comptent, c'est celle qui arrive en 4e position et qui est Cardeno. Le registre donne une information supplémentaire, la date du 1er juillet 1613. Il est payé à John Hemmings for himself and the rest of his fellows, Her Majesty's servants and players, c'est-à-dire pour la compagnie, 6 livres, 13 shillings et 4 pence, pour la représentation d'une pièce devant l'ambassadeur du duc de Savoie, donc lors d'une réception un peu comme celle qu'on a vue à Valladolid. Et là, la date de la performance, de la représentation est donnée le 8 juin 1613, donc à peu près un mois après, le paiement est fait pour cette pièce qui est Called Cardena, C-A-R-D-E-2-N-A. Intéressant cette mention au début de The rest of his fellows, his majesty's servants and players, puisqu'elle renvoie à cette idée que la troupe des comédiens du roi, mais aussi pour le Lord Chamberlain ou pour le Lord Admiral, sont considérés comme des servants, comme des serviteurs qui reçoivent une livrée, un habit, qui leur est donné chaque année. Et donc, il y a un statut de la troupe de théâtre à l'intérieur de la domesticité royale. En même temps, évidemment, sur le marché du théâtre. Et l'ambivalence des pièces ou des troupes est ce double statut. D'un côté, serviteur du roi, donc amené à jouer des pièces pour le plaisir du roi, les réceptions des ambassadeurs, les cycles, lors des cycles festifs, par exemple, dans l'année normale, le cycle des 12 jours, entre le jour de Noël et le jour de Twelfth Night, de la nuit des rois. Donc il y a ce statut de domesticité, rappelé lourdement avec cette idée du terme servants et de la livrée
qu'il aurait donné, et en même temps, avec le cas du théâtre londonien, une sorte de marché capitaliste, concurrentiel du théâtre, et la concurrence entre les 5 ou 6 globes, les 5 ou 6 amphithéâtres publics qui représentent en même temps. Alors, pour une fois ces deux documents où vous voyez un nom différemment orthographié et notre point de départ, la question, la première, je termine avec ça, c'est, comme on l'a fait, de supposer, d'une part, que Cardeno et Cardena sont bien la même pièce, ce qui est tout à fait possible, puisque les scribes, on l'a pu le montrer, la différence entre le O et le A est tout à fait perceptible. Et en plus, ces scribes copient quelque chose qui est un autre document déjà préalable. Donc, une erreur de graphie est tout à fait pensable. Et la même chose avec l'idée que, deuxième question, est-ce que ce Cardeno ou ce Cardena se réfère au Cardenio, qui est le personnage d'une intrigue importante dans Don Quichotte? Là encore, un accord peut s'établir, considérant que IN ou 2N dans des erreurs de copie sont tout à fait assimilables. Et donc, du coup, notre point de départ, c'est de penser que la cour d'Angleterre a vu représenter, à une date dont on pourra discuter, mais qui clairement est fin 1612 ou première moitié de 1613, une pièce qui s'appelait sans doute Cardenio, et que cette pièce ne peut renvoyer, puisqu'il n'y a aucun autre Cardenio dans la littérature anglaise ou non anglaise préalable, ne peut que renvoyer au texte du Quichotte. Donc on peut suspendre pour le moment notre quête, rester là. Premier indice fort d'une présence de Don Quichotte. Ensuite se posent évidemment les problèmes de la relation entre cette pièce et la traduction de Shelton, elle aussi de 1612. On peut faire comme à l'ordinaire une petite pause de 5-7 minutes après les souffleries puissantes qui nous ont empêchés de commencer et de reprendre cette histoire là où elle est.